La meilleure façon de mettre en avant un élément d'interface est-il de le rendre visuellement fort? Pas si sûr. On en discute tout de suite dans Parlons Design. La saison 7 de Parlons Design est sponsorisée par The KKOS Theory, le studio spécialiste du design d'interface et des design systems. Salut, c'est Romain Bochna, bienvenue dans Parlons Design, parce que aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet assez important et assez contre-intuitif. En tant que designer, il y a beaucoup de chances qu'on ait entendu le fameux make it pop, mettre visuellement un élément en avant parce que c'est important, et là on le voit pas assez, ça ressort pas assez du site, de l'app, de la maquette, et donc comment on peut faire pour lui donner plus de place visuellement et le rendre plus remarquable? Alors c'est hyper cohérent de premier abord, hein, mais peut-être que ça peut devenir un gros piège, et tomber dedans peut avoir un certain impact, hein, assez dommageable. Alors la thèse, elle est toute simple là-dessus, hein, c'est que si on rend un élément plus gros, plus coloré, plus différenciant dans l'interface, on va le rendre plus visible. Et pour le coup, c'est un comportement qu'on a un peu tout le temps au quotidien, hein. Plus les choses sont imposantes, sont flash, plus globalement ça va accrocher notre œil et plus on risque d'y porter attention, de se rendre compte que ça existe. Alors ça, c'est vrai de manière générale dans le monde réel, mais dans les habitudes quotidiennes des gens dans le monde numérique, c'est un petit peu plus difficile que ça. Parce qu'on est habitué à ce que le plus gros, le plus coloré, ce soit potentiellement de la pub ou au pire des distractions. Mais en tout cas, on a vraiment été juste conditionné à travers le temps, à travers les médias plus traditionnels comme la télévision, les journaux, et puis même, c'est des codes que derrière on a retrouvés dans le numérique, au fait que les choses très colorées, très visuelles, soient souvent les choses pas pour lesquelles on est venu sur le site, sur l'application, pas le cœur de la valeur que l'on recherche. Et du coup, des fois, les éléments les plus visuels, au lieu de poser notre œil dessus comme on devrait avoir l'habitude de le faire, on va les ignorer sans même s'en rendre compte. Et c'est pas juste une affabulation, il y a plusieurs études et plusieurs recherches qui ont prouvé ça, que finalement, certaines choses sont tellement visuelles qu'on a développé un certain aveuglement par rapport à ces éléments. Et c'est ce qu'on peut remarquer en observant pas mal de comportements, notamment par rapport à la pub. Beaucoup de personnes ne se rendent même plus compte quand ils vont skipper certaines pubs ou certains contenus. Et il y a plusieurs designers ou chercheurs qui ont retrouvé ces comportements dans le monde numérique. Alors, le contexte notamment qu'on peut pas mal retrouver, c'est tout ce qui est overlay. Donc tous les éléments qui vont s'afficher au-dessus de l'écran principal qui est en train de consulter l'utilisateur, soit pour afficher une erreur, soit pour afficher des informations contextuelles d'onboarding, soit pour inviter sur une newsletter, pour demander un consentement à des cookies, tous ces éléments qui vont se mettre au-dessus du contenu principal. Et alors là, on a Lisa Duddington, qui est la cofondatrice de Keep It Usable, qui par exemple a dit, après beaucoup de user research, nous voyons l'évitement des overlays de manière récurrente dans la recherche que nous menons avec les utilisateurs mobiles, surtout quand les gens sont concentrés sur les tâches. Ensuite, lorsqu'ils viennent utiliser une nouvelle fonction, ils ne peuvent pas trouver l'aide et ne se souviennent pas l'avoir vue auparavant. Et donc, il y a vraiment ce comportement précis qui est décrit, c'est quelque chose est venu gêner la tâche que j'essayais d'accomplir, je l'ai supprimé, parce qu'en fait, je suis habitué à ce comportement de si je clique à côté de l'overlay ou si je clique sur la croix, je vais m'en débarrasser et pouvoir continuer le focus sur ma tâche. Et le focus était tellement fort que les personnes ne se souviennent même pas d'avoir fait ça. Il y a vraiment eu un réflexe de ça m'a gêné, je l'ai quitté et je n'ai aucune conscience de ce qui a été introduit à l'intérieur. Alors là, c'est un comportement repéré par une rechercheuse, une chercheuse, qui a fait des études dans beaucoup de produits différents. Mais on a aussi Tanner Christensen, qui est product designer chez Facebook, qui remonte les mêmes comportements. Nous l'avons vu tout le temps sur Facebook, les gens rejettent très souvent, instinctivement, les infobulles. À l'occasion, même accidentellement. Au moment où ils se rendent compte que le message a peut-être été utile, il a déjà disparu et il n'y a aucun moyen de le récupérer. Et donc voilà, là on a deux personnes qui nous partagent ça, mais vous avez probablement pu l'observer également vous dans des tests utilisateurs ou même en regardant un petit peu ce que font les gens sur leur téléphone en temps normal.
on remarque que avec le temps, on a vraiment développé cet instinct de quelque chose vient en plus, on sait que c'est dû en plus, on le quitte de manière instinctive. Et du coup, on va souvent perdre la valeur. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Le make it pop, c'est pas toujours la meilleure façon de le faire. Et si on pense des concepts comme ça qui vont être facilement dismissables, faut potentiellement proposer des solutions plus contextuelles, plus natives, qui vont permettre à l'utilisateur de se plonger dedans lorsqu'il en a besoin. Et alors là, on a l'exemple des overlays, mais c'est aussi présent, ce problème-là, dans d'autres contextes. Typiquement dans les éléments de navigation. Souvent, quand on va faire énormément ressortir un élément de navigation important, en fait, les utilisateurs vont finir par l'ignorer. On a par exemple cet exemple-là dans les tab bars, donc les barres de navigation qui sont présentes en bas d'écran sur les applications. Souvent, normalement, tous les éléments de la tab bar sont au même niveau visuel. Et il y a plusieurs applications à travers le temps qui ont essayé de mettre en avant un bouton plus que les autres. Et ce qu'on voit de manière récurrente également, c'est que le bouton plus mis en avant que les autres, il va être ignoré. Instagram, par exemple, dans les premiers temps, avait le bouton ajouter qui était plus visible. Et en fait, aujourd'hui, si on regarde, leur bouton ajouter, il est au même niveau que les autres. Et c'est pareil sur l'ensemble des applications, sur Thread, par exemple, qui a été sorti sur Instagram il n'y a pas longtemps. Et globalement, il y a plusieurs études qui ont été menées là-dessus. Si on fait ressortir un bouton dans la tab bar, au lieu que ce soit lui qui va être le plus regardé, c'est celui qui va être le plus ignoré. Parce que les utilisateurs sont habitués à ce que les choses mises en avant soient des promotions, des trucs de vente, et donc vont venir l'ignorer. C'est vrai dans les tab bars, mais c'est potentiellement vrai également dans les menus et dans les types de boutons de navigation. C'est aussi vrai bien évidemment dans les contenus. Typiquement sur YouTube, tout le monde a été habitué plus ou moins à lâcher son attention dès qu'il y a une pub sur YouTube et attendre de pouvoir revenir à la vidéo réelle. Et donc on y fait de moins en moins attention avec le temps parce que justement ça sort du flux normal de consommation et du focus de la tâche qu'on était en train de réaliser. Alors pour éviter ça, il n'y a pas de solution miracle. La première, c'est d'en être conscient. Et la deuxième, forcément, c'est d'aller faire de la user research. Et ça tombe bien, car cet épisode est sponsorisé par usertesting.com, la solution de collecte de retours utilisateurs et d'insight client. User testing, ça vous permet de comprendre les besoins de vos audiences et les irritants présents dans vos parcours utilisateurs. C'est hyper versatile, vous pourrez réaliser ces tests sur plein de plateformes, sites web, applications, mais aussi maquettes simples, bornes ou même un jeu vidéo. Grâce aux insights de usertesting.com, vous comprendrez ce dont vos utilisateurs et clients ont besoin et pourrez alors prendre les meilleures décisions pour vos interfaces. Justement, en parlant de bonnes décisions, il y a clairement des services qui ont réussi à éviter ce danger du make it pop de manière plutôt brillante. Le premier qu'on connaît potentiellement tous, c'est les recommandations de contenu sur Netflix. Ça a été un des premiers à vraiment placer les recommandations de contenu au même niveau que les contenus que vous avez choisis, que les contenus que vous avez sélectionnés. Et ça rend finalement l'interface hyper cohérente. On n'a pas la partie qui vous est recommandée, qui vous est poussée en avant de manière extrême. Non, on a finalement tous les contenus qui sont au même niveau. Donc on va tous leur donner le même crédit et le même niveau de confiance presque. Et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir faire un choix éclairé, sans stress, sans ignorer la partie des contenus en avant. On se dit peut-être que ça nous est poussé pour les mauvaises raisons, entre guillemets, par exemple, parce que ce sont des contenus réalisés par Netflix et qui préfèrent mettre ça en avant par rapport aux contenus réalisés par d'autres équipes. Ce qui est absolument le cas sur Netflix, mais en fait, vu que tout ça est poussé au même niveau, de la même façon, sans mettre plus en avant un contenu que l'autre, notre cerveau, notre instinct numérique aujourd'hui nous dit je peux les considérer comme les autres et j'ai pas besoin de l'ignorer. Également un élément hyper intéressant que j'ai découvert il y a peu sur l'application Thread, donc le concurrent à Twitter lancé par Instagram il y a quelques temps, pour l'activation des notifications. En fait, c'est placé comme un élément dans le fil d'actualité, qui est placé en haut du fil d'actualité, qui scrolle comme l'ensemble des autres éléments du fil d'actualité. Et donc finalement, ça vient se mettre dans ce fil de lecture de je suis en train de regarder les posts sur Thread, et tout d'un coup, il y a un post, finalement, presque comme les autres, qui va me parler de si j'active les notifications, je vais pouvoir être tenu au courant. Et donc, nativement, ce truc-là que j'aurais souvent dismiss un peu de manière automatique, là, j'ai pris le temps de le lire parce que c'était juste dans la suite de ce que je faisais.
De manière très sensible, et on voit que c'est un peu les mêmes équipes qui travaillent dessus, qui ont fait beaucoup de recherches, les pubs sur Instagram. Au début, on avait des choses un peu plus criantes, un peu plus visibles, qui sortaient un peu plus du lot. Et puis, ces dernières années, notamment depuis le dernier rebranding, les pubs sur Instagram se fondent complètement dans le contenu classique. Ils ont arrêté de le make it pop, justement, et ils l'ont placé comme du contenu normal. Ce qui fait qu'on y porte beaucoup plus d'attention sans même y faire gaffe. Et d'ailleurs, dans les guidelines, on voit qu'ils poussent également de plus en plus les marques à faire du contenu plus proche de ce que ferait la marque réellement pour faire de la communication classique. On fait plus vraiment de la pub, on fait juste de la communication qui derrière va amener vers une action. Et du coup de manière beaucoup moins criarde qu'avant, parce que le criard est de plus en plus évité un peu automatiquement par les utilisateurs. Le dernier point, encore un petit peu différent, mais extrêmement intéressant et qui peut beaucoup nous inspirer, c'est l'onboarding sur Notion. L'onboarding sur Notion, pareil. Ils ont évité tout cet aspect overlay qui vient de parler de choses, qui vient t'introduire, tu comprends que c'est de la pub et que on vient de t'expliquer le produit. Non, ils ont juste fait une page Notion, et c'est là depuis le début, ils ont été très, très avant-gardistes là-dessus, ils ont pas mal popularisé la chose d'ailleurs. L'onboarding sur Notion, c'est juste une page Notion que je peux éditer comme les autres, où j'ai une to-do, une checklist que je peux cocher avec donc les éléments d'onboarding, avec lesquels je peux jouer, que je peux supprimer, que je peux remplacer, je peux en ajouter d'autres. Et donc, pareil, on n'est pas dans cet aspect de on a fait un truc fulgurant, qui fait beaucoup de bruit, qui m'introduit à l'outil. On m'a juste laissé utiliser l'outil avec le bon contenu par défaut, qui me permet d'être contextualisé et de comprendre comment ça fonctionne. En bref, ce make it pop, potentiellement, ça peut être une très mauvaise solution et ça peut amener de manière absolument contre-intuitive, mais à l'évitement, à l'ignorance de l'objet que vous voulez mettre en avant. Donc, posez-vous toujours la question. Est-ce que la bonne solution ne serait pas justement de le rendre un peu plus transparent, de le mettre au même niveau que les autres contenus, pour que l'utilisateur le considère au même niveau que les contenus qu'il est venu chercher? Bien sûr, pour réduire ces risques-là, vous pouvez tester avec des plateformes comme usertesting.com pour faire la recherche utilisateur et vérifier leur comportement, ou vous pouvez suivre l'usage avec de la data, faire de l'A/B test si besoin, pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui fonctionne le mieux dans votre contexte à vous. Parce que voilà, vous le savez, dans ces podcasts, je vous propose plein d'idées, plein de réflexions, mais ça doit toujours s'adapter à votre contexte, et ce qu'on dit, ce qui est vrai dans un contexte A, ne l'est pas forcément dans un contexte B. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner, c'est un épisode par semaine, on aborde plein de sujets variés, et si vous voulez encourager la suite de ce podcast, et puis permettre à d'autres gens de le découvrir plus facilement, vous pouvez laisser une note 5 étoiles avec un petit message, c'est super chouette, sur votre plateforme d'écoute préférée, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast peut-être, je sais pas, il me semble qu'ils l'ont remplacé par quelque chose d'autre, peut-être YouTube Podcast désormais. Enfin voilà, n'hésitez pas, un petit 5 étoiles et un petit commentaire, c'est hyper motivant, et puis ça permet à plus de monde de découvrir Parlons Design. On se retrouve la semaine prochaine, salut. Parlons Design.